בוקר טוב. בוקר טוב. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, ובשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם יתברך. On est aujourd'hui le mardi 17 décembre et le 16 du mois de Kislev. Je suis racheté par Myriam Cohen, שהקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל אשר לה ובכל משפחתה, pour l'anniversaire de son amie Emouna Myriam Bahla Bat Paola Simcha. Un zivougagoun très vite dans la clarté et la facilité, Be'ezrat Hashem, et un grand Mazel Tov pour son anniversaire. Éphémérode. Ça, c'est un beau cadeau, je trouve, d'acheter un cours de Torah pour un anniversaire. Zavar Nifla, Ve Nizgav, Bracha Be'atzlacha, Lechol Am Israël, et chez Gam Zivougagoun, les Kol Bnot Israël, on n'entend que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Une pensée pour tous nos otages. Si Dieu veut, il y a un accord bientôt, en espérant qu'ils sortent tous avec ces deux petits jumeaux, parce que pour l'instant, ils ne parlent que d'adultes et de malades. Ve'ishmor al chayalenu ve'oton mikol tzara u'mtzuka mikol nega u'machala, en vous souhaitant une grande achlama meira, briut et tanadhut tamid rat kol rat shamaim. Fouachelma pour Meir Soufan, espérant qu'elle revienne guérie et soulagée. Fouachelma pour Ilana Bat Miriam. Bezrat Hashem Oratimia Gdosha ve'ator ve'kol am Israël. Tov. Professeur, vous avez dit que vous aviez un sujet ce matin. Vous voulez qu'on parle de quoi? Un sujet, bien sûr, intéressant. La fraternité est-elle une rivalité permanente? Alors, la fraternité est-elle une rivalité permanente? Est-ce qu'on peut en faire un cours? Oui. Alors, on démarre. Très bien. Les maîtres, c'est un sujet intéressant. Ce qui est souvent dans les familles dit comme étant un mazel tov, parce que la femme est enceinte, n'est pas forcément bien pris au fur et à mesure de l'histoire quand elle se déroule. Car on peut constater dans la Torah que le meilleur pour un homme ou une femme, ça peut être un frère ou une sœur, et le pire pour un homme ou une femme, ça peut être son frère et sa sœur. Pourquoi ce lien est-il si spécial? Parce qu'ils viennent de la même source. Ils sont reliés justement par des sentiments. La première paracha de la Torah nous conte l'histoire de deux frères. Et cette histoire de deux frères finit extrêmement mal. Caïn tue son frère Abel. Ce tikkun-là se retrouvera avec des difficultés au fur et à mesure. On voit que dans la Torah, la fraternité est un problème. On va expliquer d'ailleurs sur le même psychologique pourquoi. Mais c'est un problème. Prenons le cas de la paracha qui suivra, la paracha de Noach. Où est-ce qu'on voit un problème de fraternité? Les trois frères. Non, ça c'est un film. Les trois fils de Noach. Très bien. Et en quoi c'est un problème? Il n'y a rien. Il y en a deux qui vont couvrir le troisième sera ici. Non, ça c'est une bêtise de la part de Ham et de Canaan. On parle de la fraternité. Où est-ce qu'on voit là ils ne sont pas d'accord? On peut tout à fait être frère et pas être d'accord. Il y en a un qui est débauché, les autres sont plutôt embauchés. Mais la question est, où est-ce qu'on voit un problème de fraternité? Bon, on n'a pas le temps. C'est Canaan. Canaan et Ham discutent. Donc le père et le fils discutent en disant papa peut encore avoir des enfants, il serait peut-être bien de le couper en bas, de l'empêcher d'avoir des enfants. Pourquoi? Pour que la terre n'appartienne qu'à trois héritiers, Shem, Ham et Yafet. Ils estiment qu'un frère de trop n'est pas bon pour la famille. Parce que plus on est nombreux, et plus d'une autre façon, on devra se partager l'héritage du monde. Donc, on voit une fois de plus que la Torah vient nous signaler un clin d'œil que la venue d'un frère dans une famille, c'est quelque chose qui peut être dérangeant pour l'équilibre. On le voit de façon assez marrante quand un enfant se marie, c'est une bonne nouvelle. La grande sœur se marie par exemple, ok? Qu'est-ce qui se passe au sein de la famille des frères et des sœurs? À ce moment-là, la discussion, elle tourne autour de quoi? Hein? Non. Non, bon, on n'a pas le temps. Qui prend la chambre? Vous verrez que c'est quand même vachement curieux. C'est-à-dire que, enfin débarrassé, une chambre de plus à récupérer. Et donc, les frères disent, ouais, mais elle est plus grande, oui, mais elle est plus petite. Ça veut dire qu'on voit que dès qu'un des frères dégage de l'endroit, quelque part, il libère quelque chose pour les autres. S'il le libère, c'est qu'il l'avait occupé. Et s'il l'a occupé, c'est que ça peut déranger. Et c'est très important de retenir que on a rarement des apogées réussites dans les frères. C'est rare de trouver une réussite. Même Yaakov, même son père Yitzhak et même son père Abraham n'ont pas réussi à créer des liens fraternels
entre les frères. Yitzhak, enfant de Abraham avec Ishmaël, ils se sont entendus. Boum. Très curieux. Prenons le cas de Yaakov, de Yitzhak. Il a 2 fils, Yaakov et Esav. Ils se sont entendus? Non. Au moment vient pour l'embrasser, même s'il a eu un moment de teshuva, réel et sincère, comme le précise Rashi, il se brise les dents sur son cou. Ben, pour se briser les dents, c'est qu'il comptait le mordre, dit Rashi. Prenons le cas des frères, la paracha de semaine Vayeshev. Pour les frères, il y a un frère de trop. Il y a un frère de trop. Et ce frère qui est là en trop se situe plus exactement dans un conflit très important. C'est qu'il déstabilise l'équilibre des autres frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, une main, c'est composé de doigts. À moins que vous soyez des mutants, il y a des doigts. Il n'y en a pas un qui est comme l'autre. Il n'y en a pas un qui est la même hauteur que l'autre. Mais surtout, il n'y en a pas un qui a la même utilité que l'autre. Chacun a une fonction. Chacun, quand tu fais du stop, quel doigt tu mets? Le petit? Tu fais comme ça sur la route? Le pouce. Le pouce veut dire arrête-toi. Quand par exemple, je veux signaler quelque chose à une personne lui disant j'ai une question à te poser, quel doigt je lève? L'index. Vous voyez que on ne va pas continuer les autres. Ça vous fait rire. Il vient de se réveiller. Il va dire les autres, il s'est réveillé. Il est heureux. Il est heureux. C'est là. Pérouche Adavar, eh bien, que chaque équilibre ne peut intervenir que quand nous avons un rôle à jouer et que ce rôle est respecté par l'autre. Pour avoir une fraternité réussie, il faut un système d'éducation où chaque personne a un rôle. Et la Torah va nous donner la recette. Il y a l'aîné, le cadet, le benjamin, le poussin. Pérouche Adavar, qu'il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie-là est obligée d'être respectée. Elle est obligée d'être respectée dans la Torah. On a l'obligation de respecter ses grands frères et ses grandes sœurs. Donc déjà à la base, kavod. Pour cela, il faut que le grand frère et la grande sœur nous donnent l'exemple à suivre. Il arrive souvent qu'une grande sœur dit à son petit frère « Eh, tu me respectes, tu me parles pas comme ça, je suis ta grande sœur. » Mais juste avant, elle vient de parler à sa grande sœur à elle-même comme une serpillière. Donc, quand on veut un équilibre, la première chose que nous apprend la Torah ne dit pas à l'autre ce que tu attends de lui. Montre-lui l'exemple toi-même. Parce que quand on voit quelqu'un qui est au-dessus dans la hiérarchie des âges, au-dessus de nous, qui respecte les autres, et qui nous donne l'exemple à suivre, on a envie de le respecter. C'est ce qu'il reproche d'ailleurs à Yosef. Yosef est un virus, si je peux me permettre le mot, au sein de la famille, parce qu'il prend toutes les couronnes. Il prend la couronne du leader, il prend la couronne de la royauté, il prend la couronne du prophète, il prend la couronne de l'héritier. Alors nous, on est quoi? Alors que chaque tribu avait un rôle à jouer. Rouven devait être le Béchor des 12 tribus. D'ailleurs, c'est dans l'histoire de Yosef que quelque part, il se rattrape un petit peu dans son rôle, disant qu'il ne faut pas le tuer, alors qu'il a perdu son rôle quand il a déplacé la couche de son père dans la paracha précédente. On a, comment il s'appelle? Rouven Shimon. Shimon, il a un rôle très important au sein du peuple d'Israël. C'est le leader des décisions. On a la tribu de Lévi qui sont retirés d'une certaine façon des 12 tribus qui n'ont pas d'héritage en Israël. Alors lui, carrément, il n'a pas d'héritage en Israël. Il appartient à tout le monde. Il est serviteur de Dieu. De lui va naître une autre pseudo-tribu qu'on appelle les Kohanim. Donc les Kohanim, vous voyez que quand on monte à la Torah, il y a une hiérarchie, il y a du respect. Kohen, Lévi, Israël. Il y a une hiérarchie. Il y a un respect à donner. Y a-t-il un Kohen dans la Beth Knesset? Mais il faudrait peut-être pour cela qu'il se conduise comme un Kohen. Pas l'oublier non plus. Dans ce cas-là, il serait préférable, si on a un Kohen qui est Mechalel Shabbat, lo alen velo alechem, c'est encore plus grave. Vous savez qu'un Kohen est plus limité dans ses choix pour ses épouses qu'un Israël Stam. Il ne peut pas épouser une divorcée, il ne peut pas épouser une convertie. Un Kohen a un statut très spécial. Il ne peut pas épouser une femme qui a fait tchouva mais qui aurait connu un non-juif avant, qui aurait couché avec. Elle est interdite au Kohen à vie, à sourd. C'est un sourd de la Torah. Donc, et ça n'a rien à voir avec la tchouva. On peut tous faire tchouva, mais est-ce que maintenant il peut? Non. Il y a des moments où on se disqualifie pour certains mariages. Pourquoi? Parce que le Kohen est sanctifié. Donc, il appartient à une hiérarchie où Dieu dit, lui, il me représente. C'est pour ça que les Kohanim montent au nom d'Hachem. Ko tevarchu ben Israël amorlehem. Vesamu et shimi al ben Israël va'ani avarechem. Comment se dit va'ani avarechem? C'est moi qui vous bénis. C'est les Kohanim. Il dit non. C'est comme l'écrivain et la plume.
L'écrivain écrit son livre avec une plume. La plume de Dieu, c'est les Kohanim. Ainsi donc, les Kohanim ont un statut qui est spécial. Et la Torah nous exige de bien comprendre qu'un Kohen, c'est pas un Lévi c'est pas un Israël. Donc, il y a une hiérarchie, il y a un seder. Et quand on a la même chose dans la famille, que les parents savent éduquer, au lieu de toujours préférer le petit sous prétexte que c'est le petit dernier, qu'on le comprend toujours, il est petit, ceci, cela, on va pourrir la vie de l'aîné. Laisse-lui, donne-lui. Attends, dis-moi, je n'ai pas compris comment ça se passe dans la famille. Le petit devient pour lui un point noir dans sa vie. Pourquoi ? Parce que au lieu de lui apprendre à l'enfant de respecter le grand frère, qu'est-ce qu'on fait ? On demande au grand de toujours comprendre les petits. Et ça, c'est quelque chose qui déséquilibre l'histoire. Au contraire, la Torah, elle te dit que c'est comme si que le Kohen, dis-moi déjà que t'es Kohen, t'as été choisi par Dieu, en plus tu veux monter premier à la Torah. Oui, c'est ce que Dieu lui demande, si tu veux maintenant. C'est pour ça que les Bechorim, en général, les premiers-nés, les personnes les plus âgées de la famille, sont ceux qui souffrent le plus de la venue des petits. Ils doivent jouer le rôle du responsable, c'est toujours de leur faute, ils doivent tout le temps comprendre les petits, céder aux petits, sous prétexte qu'ils sont petits. En fin de compte, il dit, attends, ouais, mais laisse-le lui, c'est pas grave. Non, toi tu prends le bus parce que lui, les petits viennent dans la voiture. Bah oui, c'est normal. Mais pour lui, c'est... Punaise, depuis qu'il est au monde, moi, je suis mis de côté. Makorepo. Zekaché Meod. On a des cas de réussite totale dans la Torah. On va prendre les deux premiers cas de réussite totale dans les frères, Ménaché et Ephraïm. Chacun a un rôle. Général en chef de l'armée, l'autre, Rosh Yeshiva. C'est fou, hein? Et le Rosh Yeshiva, qui s'appelle Ephraïm, est très inquiet pour le bonheur de son frère. Il ne faut pas que Ménaché soit mal. Il ne faut pas que Ménaché manque de quoi que ce soit. Quand Yaakov va croiser ses mains dans la paracha de Vayechi et qu'il va bénir Ephraïm de sa main droite, Ephraïm baisse la tête encore plus bas. Il est gêné pour son frère. Et Ménaché, quand il voit que son frère à côté est choisi, alors qu'il est plus petit que lui, dans l'âge, par Yaakov Avinu, qu'il a une grande valeur, il se met à pleurer de joie en disant quoi ? J'ai le mérite d'être le frère d'un tzaddik pareil. Ça, ce sont des frères qui ont réussi. C'est pour ça que nos chachamim, jusqu'à aujourd'hui, nos chachamim nous demandent de bénir nos enfants au nom de Ephraïm et Ménaché. Et Samechecha Elohim, qu'Ephraïm vechim Ménaché. Qu'on soit comme eux. Pourquoi ? Parce qu'il était hors de question que pour un des frères, le bonheur soit vécu sans que l'autre ne l'ait. Le deuxième cas de deux frères parfaitement réussis, et qui sont accompagnés des mêmes caractéristiques, c'est Moshe et Aaron, qui appartiennent au mois d'ailleurs du don de la Torah qui a lieu au mois de mai, au mois de Sivan, c'est quoi le mazal de Sivan ? On n'a pas le temps, les Gémeaux. Donc ce sont le reflet de deux frères. Et quand Dieu dit à Moshe qu'il est le leader, qui sera le prophète et qui sera ceci et cela, Moshe refuse. Et pourquoi ? Il dit, mais j'ai un grand frère, c'est honteux. Prends-le lui. Dieu dit, mais c'est toi que je veux. Il dit, je veux bien que tu me veuilles, mais on ne fait pas une misa sur le dos d'une Avera. Il y a mon frère. Je suis embêté pour lui. Il a 3 ans de plus que moi. C'est un tzaddik, un émis de Bayesh. J'ai honte. J'ai honte. Alors quoi ? Je prends tous les rôles, et lui, quel rôle il a ? Dieu dit, bon, tu sais quoi ? Il sera ta bouche, et tu seras pour lui un Dieu. Moshe Rabbeinu a du mal à accepter le rôle. Et on voit que cet équilibre d'amour que l'un mène pour l'autre, d'un côté, il peut être toxique, comme on l'a vu avec Caïn et Abel, comme on le voit avec les deux frères qui vont s'en suivre, Ishmaël, Yitzhak, Esav, Yaakov. On voit vraiment une espèce d'animosité et un souhait de mort vis-à-vis de l'autre. Et de l'autre côté, on voit qu'un frère ne peut pas vivre heureux si son autre frère n'a pas de quoi manger. Il ne peut pas manger son steak et l'autre, il n'a pas de quoi manger. La Torah, d'ailleurs, nous raconte de façon assez symbolique, des métaphores très connues, que toutes les fêtes juives dans lesquelles nous allons dépenser de grandes sommes d'argent, parce que quand on est juif, c'est pas que les juifs aiment l'argent, c'est que c'est l'argent d'abord qui aime les juifs, dit Rabbi Nachman, et puis deuxièmement, tu peux pas être juif sans oseille, parce que nos fêtes coûtent très cher et les juifs sont toujours en fête. Vous connaissez mon proverbe, qu'est-ce que c'est un juif au régime ? Un chiloni. Impossible d'être juif et d'être au régime, puisqu'il y a toujours des fêtes et toujours la mise à manger du pain qu'on appelle Soudat Mitzvah. C'est très compliqué, sincèrement. Très compliqué. C'est pour ça que chez nous, on appelle le régime en tunisien Radoua. C'est-à-dire quoi, Radoua ? Demain. Quand est-ce que tu commences ? Demain. Le problème, non, chez nous, c'est toujours le dimanche. Bon, on attend dimanche. Le dimanche soir, on avait un mariage. Bon, mais c'est pas grave. C'est impossible. C'est impossible.
Et le lundi, ta femme, elle te dit, hey, reste ça de Shabbat, tu veux, je te sers un bon plat de couscous avec le truc. Elle te met le plat devant toi et tu dis, non, mais j'ai commencé mon régime. Après. Demain. Tu peux pas t'en sortir. Donc, c'est ce que je te dise. Bon, Hachem. En plus, c'était bon. C'était hier soir, c'était très bon. Bon, Hachem. Vous freinez, Ken, en même temps, le problème, il vient d'où? C'est quoi le problème de la fraternité? D'un côté, c'est une bonne nouvelle. Papa, maman, je veux un petit frère, je veux une petite sœur. C'est beau. La bracha dans une famille, c'est le nombre d'enfants. Vous savez que quand on a beaucoup d'enfants, c'est un signe de bénédiction. Beaucoup d'enfants. Et puis d'autre côté, il y a des enfants qui équivaut beaucoup d'autres enfants. Par exemple, Rashi était unique. Le Baal Shem Tov était unique. Rabbi Nachman, peut-être, je ne me rappelle pas. Ça, par contre, je ne me rappelle pas. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à eux tout seul, il valait 600 000 enfants. C'est une question qu'a posée Rabbi Akiva à un de ses élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, qui est la mère qui a mis au monde 600 000 enfants? Il faisait très chaud ce jour-là. Rabbi Shimon était très jeune, il devait avoir dans les 8 ans. Il a répondu, Yocheved, qui a mis au monde Moshe Rabbeinu, chez Shakul Keneged, Shishim Rebo Israël. Il y a des enfants, des fois on n'en a pas beaucoup, mais chacun d'eux est une valeur sûre. Des enfants qui sont extrêmement bons. Ce qu'on appelle des enfants réussis, je vous le dis dès maintenant, ce sont des enfants qui ont été éduqués dans la moralité et dont le cœur est fait de chair et non pas de pierre. D'apprendre. C'est marrant parce que ce que je suis en train de dire quelque part, ça me rappelle les bonnes années. Vous savez, les bonnes années, c'est quand? Avant les années 80. On rentrait 2 par 2 dans la classe, tout le monde avait la même blouse. Le professeur, c'était un professeur. On ne regardait pas nos parents dans les yeux. On ne discutait pas ce qu'ils disaient. On avait du respect. C'était naturel. C'était naturel. Vous savez qu'en France, il y a une loi qui est sortie que si tu fais, par exemple, ton enfant, il a passé le temps de la Brit Mila parce qu'il avait un problème physique en France, une association qui s'est levée et qui a le droit de pouvoir, eh bien, tu ne peux plus faire la Brit Mila à ton fils jusqu'à l'âge de ses 12 ans pour qu'il choisisse de quel sexe il veut être. Donc, tu n'as pas à lui imposer quoi que ce soit. Pour vous dire la débilité absolue de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Un enfant de 12 ans. La débilité dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça dépasse tout. On est en train de rendre le monde chaotique. Et c'est là-dedans qu'on fait grandir nos enfants. Je dirais même plus que ça aussi. Si ce n'était pas une misère d'avoir des enfants, il faudrait être fou pour en avoir dans cette génération. Parce que qu'on leur donne à vivre, ce qu'ils vivent est très compliqué. Mais la Torah nous interdit de rentrer dans les comptes de Dieu. Fais ce que tu as à faire et n'oublie pas un détail. Des fois, quand ça ne marche pas dans la première lignée de tes enfants, c'est les petits-enfants. Et j'ai vu ça à maintes et maintes reprises. J'ai connu des gens qui n'avaient pas le mérite d'avoir fait une teshuva totale. C'est Khalel Shabbat, manger pas kasher et autres. Ils ont eu des enfants. Et leurs enfants ont fait teshuva. Et la teshuva qu'ils ont fait ont mené même à un de ces enfants à devenir Dayan à Jérusalem. Il est devenu Dayan. Pas fait teshuva, il est devenu Dayan. Il est devenu juge au Beddin. Pour vous dire à quel point des fois, ça marche pas, mais ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Chaque enfant qui vient au monde vient avec son mazal et chaque enfant qui vient au monde rapproche la Géoula. En ben David ba'achikalu kol ha-neshamot, nous dit la Gemara, le Mashiach vient que quand toutes les neshamot seront descendues, pardon. Pas déçues. Déchues si tu veux. Je savais qu'il y avait une embrouille. Je ne savais pas comment le faire. Et pourquoi? De là, vous apprendrez qu'une femme qui peut avoir des enfants, qui n'a pas de raison valable de ne pas avoir d'enfants, de santé, dépression et autres, et qui prend une méniatérayone, qui prend un contraceptif, ouais, c'est quelqu'un qui repousse la Géoula à plus tard. C'est-à-dire c'est très égoïste de sa part, surtout que l'enfant qui n'avait pas amené au monde, c'est peut-être lui le Machar qu'on attend. Donc, Chabal. Hein. Et tu me dis, oui, je suis qui moi? Justement, Machar, il vient d'une famille très simple. Donc, quand on voit qui était le Rav Ovadia Yosef et de quelle famille simple il vient, même si c'était des tzadikim gumurim, la pashtout des gens, Baruch Hashem. Alors, quel est le problème de la famille? Pourquoi, Béhémet, on peut arriver à dire que cet enfant est un enfant de trop? D'abord et avant tout, il faut savoir que les Bechorim, les aînés, ont un rôle qui est très compliqué. On les responsabilise un petit peu comme étant les deuxièmes parents des autres frères et sœurs. Ce qui n'est pas forcément leur rôle et pas forcément intéressant pour eux. Surtout que, imaginez un cercle. Vous avez un cercle. La question est de savoir
qui, au milieu de ce cercle, est le principal? Chez la Pshuta. Par exemple, on va prendre un garçon de 20 ans. Il appartient à une famille. Qui est au centre de sa vie personnelle? Ses parents. Absolument pas. Qui est au centre de sa vie pour lui? On n'a pas le temps. N'importe quel psychologue vous le dira, lui-même. Quand on n'a pas de responsabilité, quand on se construit, on est au centre de notre vie. Comme ça dit le Talmud, en tout cas c'est ce qu'enseigne le Talmud, qui Adam Karov Leatzmo. On n'est jamais plus proche de quelqu'un que de soi-même. C'est-à-dire, à un tel point que quand on nous demande d'aimer l'autre, pour nous donner l'exemple, on te dit, tu aimeras l'autre comme toi-même. Donc tu vois bien qu'on te demande de donner à l'autre ce que toi tu serais prêt à te donner. Quand on a posé la question dans Maseret Shabbat à Hillel, qu'est-ce que toute la Torah? Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc vous voyez, les exemples sont nombreux. Au centre de la vie d'une personne, il y a nous-mêmes. Vous comprenez ça? Ce nous-mêmes est capable de laisser une place à côté de nous à qui? À une autre personne seulement. Sa femme. Automatiquement, c'est pour ça que le symbole du mariage, c'est d'être dans un rond. Bon, même si la coupa est carrée, mais peu importe. Mais on est dans un cercle, on est enfermé dans quelque chose. Et qui se tient au centre, contrairement à tous les photographes qui, pendant les mariages, veulent les mettre absolument pour les photos avec la famille? Ce qui n'est pas bien. Le Khatan Akala ne se met pas avec la famille. Ils avancent. C'est le Khatan et Akala, ils sont séparés. Ils vont créer leur propre noyau. Et ils se retrouvent au centre de leur vie. Ce qui fait que le couple, quand il est marié, est au centre de sa propre vie. Il est son centre d'intérêt personnel. Il veut prendre une voiture comme il veut, aller un petit 2 places, façon avec toi et moi, sur une étoile ou sur un oreiller, la maison comme ils veulent. Ils s'en fichent un petit peu de ce que l'intérêt pour autrui pourrait exiger dans les choix de la vie, car il n'y a pas encore d'autrui. Le problème qu'il y a, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que quand le couple a un enfant, il va se passer une explosion au sein du couple. Au moment où le cri de l'enfant se fait entendre à l'hôpital, Mazel Tov, un enfant vient de naître, il y a quelque chose qui va d'un coup se passer de façon psychologique et familiale. C'est que le centre qui était existant pour eux saute, et eux passent sur les côtés. Boum! Ils se passent sur les côtés du cercle. Qui devient le centre maintenant d'intérêt? C'est l'enfant. Ce qui fait que, exactement, tu viens de me le prendre, l'enfant roi. Ce qui fait que maintenant, quand on prend une voiture, non, moi, c'est pas pratique, la porte comme ça, 2 places, 3 portes, c'est pas possible, le siège auto, le ceci, le cela. On prend maintenant une dimension qui ne va pas être que mon choix personnel, mais qu'est-ce qu'il y a de bien pour eux, pour les enfants. Par exemple, le choix des hôtels. Quand tu n'as pas d'enfants, ben justement, tu veux un hôtel sans enfants, ça crie moins. Mais quand tu as des enfants, tu veux un hôtel où il y a des amusements, des programmes pour enfants. C'est-à-dire, donc tu cherches ce qui est bon pour eux. Et vous avez un petit bassin pour les enfants. Marpat lecha. Toi, tu veux le bassin? Non, moi j'en ai pas besoin. Alors pour qui? Pour lui. On vit pour lui. Alors maintenant vous avez compris ça, c'est facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. Vous savez, l'image que je vais donner, elle est de moi, parce que je l'ai fait ce matin. J'ai déplacé dans mon portable, sur l'écran, une application que j'ai voulu déplacer par rapport à l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est magnifique. C'est que quand j'ai pris, j'appuie sur le doigt, avec mon doigt sur l'écran, et donc le truc me dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'effacer? Tu veux le bouger? Je veux le bouger. Donc je bouge sur l'écran mon doigt, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était sur la gauche est monté à sa place. Vous voyez ce qui se passe? Vous connaissez ça? Facile. Ouais. C'est exactement ce que vit un enfant quand un frère vit au monde. Lui, il est au centre. Mon amour, mon bébé, ma vie, mon lendemain, mon avenir, mon idéal, c'est ma puce. C'est tellement au centre que même s'il est moche, c'est le plus beau bébé du monde. Prends des lunettes. D'un coup, il y en a un autre qui vient. Et là, il y a une question qui se pose. C'est pas qu'il prend sa place. Alors, beaucoup de parents vont te dire pas du tout, tu sais, très philosophe à 2 balles. Pas du tout, mes enfants tous pareils. Tu mets une écologie. Impossible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une place dans ce centre. Il n'y a qu'une place. Ce qui fait que l'enfant,
c'est vrai qu'il ne va pas, lui, partir sur les rebords. Mais il a quitté le centre d'intérêt. Au centre, maintenant, vient ce nouveau frère, ce petit bébé, qui est tout mignon. Et qui, si par bonheur pour lui, est plus beau que son frère, plus réussi que son frère, plus agréable que son frère. Il ressemble plus au père. Ben, l'autre à côté, c'est « Mais oui, toi aussi, je t'aime. » Mais oui, toi aussi, je t'aime. Ça veut dire que tu m'aimes par rapport à lui. Pourquoi le mot « aussi » comme dit le Chida, quand tu dis le mot « aussi », c'est péjoratif. Toujours. Le mot « gam », c'est péjoratif. Hein? C'est quoi? Pour Rével, quand elle a eu Rével. Aussi. Oui, bah alors ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors automatiquement, bah, l'enfant roi devient l'enfant un peu prince, il descend de degré. Et c'est pas pour dire plus tard, serviteur de son frère. Tu peux aller chercher ton frère, prends pour ton frère, ramène ton frère, garde ton frère, tiens, donne-lui à manger. Mais, d'accord, mais moi, je suis où, moi? Ce qui fait que le déséquilibre des rôles, le déséquilibre de la vie, et on le voit aujourd'hui, hein, alors aujourd'hui, plus que jamais. Avant, c'était pas comme ça quand j'étais jeune. Aujourd'hui, les babysitters des enfants, c'est les grands frères et grandes sœurs qui ont leur programme. Mais papa, ok, j'ai 16 ans, je peux le garder, c'est sûr, mais je sors ce soir avec mes copains, je t'avais dit, ah ouais, mais je suis désolé, j'ai un mariage, j'ai pas trouvé de babysitter, ben tu restes. T'as qu'à amener tes copains ici. Mais tu me déstabilises. Là, tu es en train de me pourrir ma vie pour garder mon frère. Alors bien sûr que je l'aime parce que les liens du sang nous unissent. Mais qui existe pour qui? Zot Hachel. Le problème de la paracha de la semaine, c'est que Yosef se place lui-même au centre. Et il est cautionné par son père d'être au centre. Automatiquement, ça provoque du Lachon Hara, du Motzi Shemra, de la jalousie, et ça peut aller jusqu'au meurtre. Mais pas chez les parents. Hein? Pas chez les parents. Chez les frères. Pas chez les parents, chez les frères. Non, les parents font beaucoup d'erreurs. Comme par exemple de dire à son enfant numéro 2 ou numéro 3, allez, venez vous aussi, je vous aime. Mais viens, il y a une place dans la photo. Et tu veux que je te dise une chose sur le domaine psychologique? Quand tu vois un enfant qui est plus âgé que les autres et qui refuse de venir dans la famille familiale, c'est une noura adouma. C'est un signal très grave. Ça veut dire qu'il démontre par là psychologiquement qu'il ne sait plus où est sa place dans la famille. Et c'est là qu'est tout le problème, et c'est là qu'intervient l'éducation des parents. L'éducation des parents, c'est de mettre chacun dans son rôle, d'être toujours aussi proche de l'aîné comme du dernier, et de ne pas s'approcher plus de celui qui nous ressemble ou pas. Et si c'est vraiment le cas, de mettre une espèce de barrière invisible, de telle façon à ce que les frères ne sentent pas de préférence. Vous savez combien de mal de vivre inconsciemment, je dis bien inconsciemment, se sont introduits dans les familles parce que la sœur, qui était la numéro 3, la numéro 2, si elle n'a pas le charisme, si elle n'a pas le côté sympathique de s'imposer, si elle n'a pas le côté centre d'intention, hein, elle ne sait pas du tout où est sa place. On ne sait rien d'elle. Elle devient une proie très facile pour toutes les personnes manipulateurs. Très facile. Parce qu'elle va vouloir briller autre part. Elle ne voit plus où est sa place dans la famille. Elle est là, elle n'est pas là. Tiens, donne-lui le tabouret à elle. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu n'es pas là, tu nous saoules. Oh, tu dis que des bêtises, toi, de toute façon. Vous savez, quand un enfant veut que son père la regarde, ou un enfant veut que sa mère la regarde, et qu'il l'appelle, et que les parents ne lui donnent pas d'importance pour l'instant, ils sont trop occupés. C'est pas qu'ils sont méchants. Hein. C'est bon, tu nous saoules, toi. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Puisque tu ne veux pas venir parce que je t'appelle, je vais provoquer que tu viennes, mais en cassant quelque chose qui te plaisait. Le vase est tombé, boum. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est tombé? Ben, le vase. Alors, je te disais, parce que comme je t'appelle depuis une heure, je voulais savoir juste si tu pouvais... C'est ce qu'on fait, nous. Hein. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël, des fois, on fait des bêtises? Vous savez pourquoi on fait des bêtises? Shabbat, Yom Tov, Kashrut, Tfilin. Allez, Hachem, allez, la Géoula, un petit peu plus de bonnes nouvelles, il y en a marre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Inconsciemment, hein, on fait des bêtises pour que le roi des rois dise, qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin, tu nous regardes? C'est pas une bonne solution, parce que tout se paye, hein, le vase se paye.
mais on va briser les valeurs morales en devenant marginale. D'un coup, la fille, elle devient punk, elle sort avec n'importe qui, elle fait n'importe quoi. Elle attire l'attention. Elle se révolte. Entre autres, non mais psychologiquement, c'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui a besoin de dire aux autres, puisque vous êtes détaché de ma valeur morale et existentielle, je vais vivre ma vie maintenant comme je l'entends, puisque j'intéresse personne. Et d'un coup, elle devient le centre d'intérêt, de discussion. Qu'est-ce qui se passe, avec qui elle sort? Elle est inquiétante. Et là, bien sûr, comme les frères avec Yosef, de toute façon, elle a fait que des problèmes, celle-là. Maintenant, si elle n'entend pas, mais ça vient, cette énergie dans la maison, celle-là. Alors, puisque je suis celle-là, je deviendrai la révoltée de la famille. C'est arrivé avec Dina. C'est arrivé avec Dina, c'est très intéressant. Est-ce que Dina est dans l'eau? Comment tu peux dire que Dina, c'est arrivé avec elle? Mais Agnès, parce que Rashi, justement, intervient pour nous dire que c'est pas arrivé avec Dina. Très intéressant ce que tu viens de dire. Oui, mais pourquoi elle est sortie? Elle n'a pas retenu. Juste un instant. Pourquoi elle est sortie? Elle est sortie pour voir la culture. Elle a eu le malheur d'avoir un portable non cachère. Elle a commencé à voir ce qui se passe, la culture américaine, qu'est-ce que c'est les boîtes de nuit, qu'est-ce que c'est les théâtres, et ainsi de suite. Rachid nous dit que Yatz'a be'atzma. Pourquoi? D'où est-ce qu'elle est sortie? Parce que comme Léa est sortie dire à Yaakov, cette nuit tu viendras dans ma tente, alors, ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi donner l'exemple. Dans la vie, quand tu veux des enfants qui soient vraiment pudiques, il faut une maman qui soit très pudique. Il faut donner cet exemple, mais pas pudique et en même temps pigeon. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui te disent « Ma mère, elle est peut-être religieuse, en attendant, tout le monde lui crache dessus, elle n'est jamais invitée, personne ne la considère, alors si c'est ça la Torah, je n'ai pas envie. Mes parents étaient très religieux, ils n'avaient pas d'oseille, on n'avait pas de quoi manger, on n'avait que du sirop, on n'a même pas de Coca-Cola, on n'a pas de boisson, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Donc il faut faire très attention à cela, que de donner toujours des valeurs qui soient les plus belles valeurs éducatives, c'est la belle ambiance à la maison et de s'intéresser à chacun de ses enfants, comme si, écoutez bien le mot, comme ça je vous ferai un raccourci d'éducation, si je peux me permettre de partager avec vous quelques connaissances que j'ai moi-même mis en application, ceci étant. Mais quand on veut réussir à créer une fraternité, ouais, c'est mieux. J'ai compté tunisien qui ressort. C'est très simple. Tu dois avoir une relation avec chaque enfant comme si il était unique, parce qu'il est vraiment unique. Quand on est le benjamin d'une famille, on est unique à cette place. Quand on est le bechor d'une famille, on est unique à cette place. Et pour vous donner un petit exemple, que ce soit Peretz, par exemple, qui a sorti son bras de l'utérus de sa maman, ok? On lui a mis le chani, vous savez, le fil rouge. Ouais. Quand Esav est né, qui est l'aîné? Esav. Même si au niveau embryonnaire, c'est le premier qui a été créé, comme dit Rashi, c'est Yaakov. Le premier embryon se crée, l'embryon monte en haut, le deuxième se crée. D'accord? Donc le premier, c'est lui. D'accord? Mais il est attrapé au talon. Pourquoi? Pour dire, c'est injuste. Malgré tout, qui est l'aîné entre Yaakov et Esav? Esav. C'est pour ça qu'il lui achète son droit d'aînesse. Pourquoi il lui achète son droit d'aînesse? Parce que le titre qu'il possède, la place qu'il possède, tu la veux, t'as qu'à l'acheter. Alors bien sûr, je finirai avec ça, parce que les abrichim sont arrivés. Le problème qu'on a, c'est que chacun exige son respect. Comme par exemple, il y a une dispute entre un fils et un père, et le père, n'ayant plus d'arguments vis-à-vis de son fils qui a juste 30 ans, il lui dit « N'oublie pas que tu parles à ton père ou le respect des parents. » Le fils baisse la tête et dit « Pour cela, il aurait fallu que j'ai un père qui se comporte comme un père. » C'est très intéressant. J'ai dit à la personne « Tu devrais méditer sur ce qu'il vient de dire. » Il n'a pas le droit de le dire. Ce qu'il a fait, c'est un manque de respect. Tout ce que tu veux. Mais comment tu peux m'exiger un respect de fils à père alors que tu ne te comportes pas du tout comme un père vis-à-vis d'un fils? C'est très compliqué. Parce que tu te décentres de ton rôle. Et après, tu me demandes de te chercher, mais de te respecter alors que je ne sais même pas où tu es. Tu n'étais pas là pour ma bar mitzvah, tu ne m'as jamais considéré, tu as donné des cadeaux à d'autres personnes, j'ai jamais été ta priorité. Un père a pour priorité son fils. Et là, d'un coup, quand ça ne t'arrange pas, tu dis respect des parents. C'est très compliqué. La reine Bezrat Hashem, le frère de trop n'est jamais de trop si chacun reste à sa place et que l'équilibre, qui fait partie de l'éducation des parents, reste toujours au rendez-vous. D'où l'importance de donner un temps. Moi, je me rappelle que quand j'emmenais mes enfants au lit, je leur disais pas va te coucher, pas du bétail. J'étais fatigué, mais je leur disais allez, on monte au lit, et que je les bordais. Je me souviens que mes enfants avaient une crise comme ça de jalousie. C'est que en les bordant, je racontais des histoires de chassidoute. Je dis franchement, j'en ai tellement raconté que j'en ai inventé à l'époque, avec bien sûr des imitations. Quand il y avait un juif qui était sur un cheval et donc je faisais le cheval, comme ça. C'était sympathique. Vous savez ce que mes enfants me demandaient?
On veut chacun notre histoire. Il est tard. Alors je veux dire, écoutez, et surtout c'était Shimshon, il me cassait les pieds, lui. Il vraiment me cassait les pieds. Il refusait de rentrer dans la chambre de ses frères. Il allait dans sa chambre, il attendait. Il veut son histoire à lui exclusive. En me disant, quand il était petit, ferme la porte. Je veux pas qu'ils entendent. Je veux mon histoire pour moi. C'est ce que je faisais. Si c'est ce que tu as besoin, c'est ce que je ferai. Il avait besoin de marquer son identité, de mettre son empreinte digitale à lui. J'existe, je suis peut-être le plus petit, mais j'existe. Ça peut venir, je ne parle pas de lui, je parle de tous les enfants. D'un côté, complexité, ou d'un côté, j'ai besoin de briller, ou d'un côté, papa, il me voit que pour moi. C'est important, Béhémet, de savoir que, ok, on ne peut pas vivre sans argent, on travaille du matin au soir, mais avant de dire, ah, c'est le meilleur moment de la journée quand tu t'allonges dans le matelas, de bien vérifier à ce que tes enfants, ils aillent bien, tout se passe bien. Il y a des gens qui ont découvert que leur enfant fumait. Le fils lui a dit, mais papa, ça fait 10 ans que je fume. Ah bah, je ne l'ai jamais vu. C'est là qu'est tout le problème. Pourtant, je ne me suis pas caché. Il y a des gens qui sont tellement dans leur trip, tellement dans leur occupation. À plus forte raison quand il y a des divorces, quand il y a des malédictions à la maison, quand il y a des insultes à la maison. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, le moindre zazoua, le moindre tremblement de terre à la maison déstabilise les rôles de chaque enfant. Surtout quand les parents sont tellement abrutis qu'ils créent des groupes. Le groupe qu'avec maman et le groupe qu'avec papa. Dans ce cas-là, c'est plus un frère de trop, c'est des parents de trop. Hashem Ishmael v'iten lanu et ha-chokhma et ha-bina et ha-da'at be'ezrat Hashem, de savoir que on peut réussir une éducation fraternelle comme Moshe et Aaron, comme Ephraim et Ménaché, et comme bien d'autres qu'on a vus dans cette amitié. Et comme je le dis souvent, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un frère? Un ami. Alors quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit pourquoi? Je lui dis parce qu'un frère, ce n'est pas un choix, mais un ami, c'est un choix. Et faites attention à ce mot achi. Vous savez, en hébreu, on entend souvent mon frère. C'est vraiment banaliser une valeur inestimable. Quand tu appelles un ami mon frère, ça veut dire que pour lui, tu es prêt à prendre un prêt à la banque pour sortir du problème. Alors que souvent, entre frères, on se fait assez de mal aujourd'hui. Être un frère, ce n'est pas qu'un titre sanguin, c'est un rôle à jouer et un comportement à pratiquer. Si tu n'en es pas là, alors effectivement, tu as un frère, mais pas selon mon choix, parce que si j'avais pu faire mon choix, c'est pas toi que j'aurais choisi. Faites très attention, c'est pareil pour les parents et c'est pareil pour les enfants. Des fois, on est fils d'un père ou père d'un fils, mais la question est de savoir, est-ce que de par moi-même, hormis cette prédestinée, est-ce que je joue mon rôle ou je ne joue pas mon rôle? C'est-à-dire, est-ce que je mérite ou pas cette place? Et ça, c'est la plus belle réflexion qu'on puisse tous se donner. C'est vrai que je suis ton père, mais est-ce que je me comporte comme tel? C'est vrai que je suis ton fils, mais est-ce que je me comporte comme tel? C'est vrai que je suis ton frère, mais est-ce que je me comporte comme tel? De prendre son frère, par exemple, de mettre garant, de le laisser dans la panade. C'est une histoire qui est arrivée il y a 2 semaines. Et qui demande à son frère, tu peux être garant pour moi à la banque? Le frère lui dit, oui, pas de problème, mon frère, mais fais pas de bêtises. Ah, dis-moi, on a grandi ensemble, t'as oublié ou quoi? Ouais, il a planté, aujourd'hui, c'est son frère qui est à la rue. Alors, c'est vrai que c'est son frère. Mais je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, il m'a dit, c'est pas un choix, et je sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour avoir un frère pareil. Local. Rien des fois, un enfant, c'est un enfant de trop, et il peut être aussi un enfant de trop pour le bonheur de la famille. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.